Ouais, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour le Saturday Night Main Event du 12 juillet dernier, numéro 40. Et donc pour commencer cette review, on a eu le match entre The Viper, Randy Orton qui était accompagné de Jelly Roll face à The Scottish Psychopath, Drew McIntyre qui était accompagné lui de Logan Paul. Super belle opposition de style entre deux lutteurs hors du commun qui ont vraiment su déjouer la majeure partie des pronostics. Donc je vais pas vous mentir, j'ai apprécié ce match même s'il n'a pas duré hyper longtemps. Il a continué sa croisade pour éliminer toutes les vétérans fatigués dont McIntyre et c'est sans compter plusieurs fois ces dernières semaines. Le début était très équilibré et Orton a joué sur son expérience et tenté de ralentir le rythme. McIntyre est plus actif, visiblement frustré, enchaîne les suplex et future pour un near full. Jelly Roll, oui, le chanteur, intervient côté Orton, créant une distraction. Cela permet à Randy de placer un RKO out of nowhere pour remporter la victoire. Très très belle victoire de, de Randy Orton. C'était logique en fait que Randy Orton gagne ce match après sa défaite à Night of Champions dans la finale du King of the Ring face à Cody Rhodes. Drew McIntyre revient pour tout simplement être en feu avec la vipère parce qu'ils ne vont pas en rester là. Pas en rester là, surtout que Drew McIntyre, Randy Orton s'est pris un claimer mais s'est relevé au compte de 2 et Logan Paul et Jelly Roll vont monter puis le chanteur. Mais le youtubeur au sol, Jelly Roll distrait qui se fait surprendre avec un RKO et Randy Orton qui enchaîne avec le tombé pour la victoire. Donc c'est le chanteur Jelly Roll qui permet à Randy Orton de remporter ce match. Ça paraît logique vu au combien la WWE tient à sa vipère et tient à Randy Orton qui lui est le tueur des légendes. Il ne pouvait pas perdre face à un lutteur comme Drew McIntyre qui est revenu après une telle rivalité, une telle rivalité avec Damien Priest. Là, il revient en feud avec Randy Orton qui avait besoin de nouveaux adversaires vu qu'il avait perdu la finale du King of the Ring. Donc, pour patienter, All Drew McIntyre, j'ai aimé la qualité de ce match, hein, je vais pas vous mentir. C'est juste que ce show-là, j'ai du mal à m'y faire. C'est juste que ce show-là, pour moi, il devrait arrêter la douleur de le faire parce que pour moi, ça rajoute de la pression au catcheur, ça rajoute beaucoup de détails psychologiques et c'était pas simple du tout à gérer pour les protagonistes de ce show. C'est que on sait très bien qu'à un moment donné, les shows à la WWE partent en sucette, mais là, Randy Orton est quand même expérimenté et je pense qu'ils auraient dû faire en sorte que la WWE prouve le respect envers Randy Orton. Randy Orton est quand même âgé, il peut un petit peu se reposer aussi. Et je trouve que ça fait beaucoup de matchs. Bon, certes, il l'a gagné et c'était une bonne nouvelle, mais après le match, ce qui va se passer, c'est que Logan Paul va attaquer Randy Orton sur le ring. C'était l'inévitable, c'est que là, on voit l'arbitre qui lève le bras de Randy Orton, et ça, c'était quasi écrit, enfin, c'était quasi certain qu'il allait se faire attaquer après par Logan Paul. Mais on a Jerry Roll qui va remonter sur le ring et frapper Paul, et ce dernier va donc quitter le ring, et Jerry Roll va vérifier l'état de Randy Orton. Mais cette droite de Jelly Roll, pour moi, et Jelly Roll, qui est un chanteur, n'a pas à faire grand-chose ici à la WWE. Pour moi, il doit continuer à jouer sa musique, mais ils doivent arrêter avec le fait de faire venir des musiciens, quoi. C'est pas un rythme de chant ici, c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, il va se prendre juste derrière Jerry Roll alors qu'il s'occupe de l'état de santé de Randy Orton un Claymore kick bien violent de Drew McIntyre qui est venu défendre son ami, son allié, qui est Logan Paul. Donc c'est quand même une bonne chose, un bon scénario. J'ai du mal à dire à chaud, mais ce qui s'est passé là, à la fin et après le match, c'était logique parce que Jerry Roll pardon, a quand même coûté le match à Drew McIntyre, donc il fallait pas que ce soit impuni. Il va donc se bouffer un violent Claymore kick, mais des familles, mais je pense que ça va lui servir de leçon à Jerry Roll de pas s'en mêler. Et Drew McIntyre va envoyer un petit message à, à, à Jerry Roll en lui disant: je t'avais prévenu, mon gars. Et on va voir en coulisses Adam Pearce et Nick Ellis qui va être énervé contre McIntyre et Logan Paul qui sont également énervés. Donc ça s'est un petit peu disputé. Donc je suis quand même assez
je trouve ça quand même assez loufoque et assez marrant de la part de la 2 de faire un tel scénario avec un Drew McIntyre qui reste fort malgré la défaite en mettant au tapis Jelly Roll et Randy Orton qui est un petit peu passé pour un bleu par ce chanteur-là, mais il a du respect pour ce chanteur, il l'a dit au dernier SmackDown et c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est un point positif. Donc pour rappel, à WWE Evolution dans le main event, Rhea Ripley aura sa chance, enfin a eu sa chance, pardon, de récupérer le titre féminin. En tout cas, elle était présente sur place du côté de Saturday Night Main Event dans le public et on fait un gros plan sur elle. Je trouve ça très très bien de la part de la 2 de mettre un plan sur sa division féminine parce que c'était le plan définitif, enfin, la fermeture de ce week-end historique de la WWE. Donc j'ai trouvé ça quand même très très bien de la part de la WWE de faire en sorte que Rhea Ripley soit mise en valeur à ce point-là. Donc je trouve ça quand même assez cool qui montre à l'image Rhea Ripley qui est dans le public et qui assiste à ce Saturday Night Main Event, qui regarde les matchs, qui étudie, elle avait peut-être des envies enfin, de regarder quoi. Et il y avait également Io Sky, la championne du monde, qui était également présente dans le public, en train d'assister au show. En tout cas, il vendait un petit peu Evolution à ce moment-là, qui était le clou de ce week-end historique. Et donc, à ce moment-là, bah, Io Sky, on fait un gros plan sur elle. Donc, à ce moment-là, on se dit, après, c'est qui la prochaine? Et bah, c'est là que ça va un peu dégénérer. C'est que là, ils font le plan sur Io Sky. Et donc, juste après ce plan, fameux plan sur Io Sky, il va se passer autre chose. Mais je vais y revenir, vous inquiétez pas. Enfin, bref, c'est quand même assez surprenant ce qui va se passer, mais j'y reviendrai, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est un point positif. Il faut se dire que Io Sky, quand même, elle est championne du monde depuis un petit moment. Et c'est une bonne chose depuis le mois de mars. Et voilà, quoi, c'est quand même bien qu'elle soit là et qu'ils mettent un gros plan sur elle qui vendent un peu Evolution. Moi, j'ai trouvé ça très cool de la part de la WWE de le faire pendant Saturday Night Main Event. On va faire un gros plan sur Jade Cargill qui est dans la foule. Naomi attaque Kairi dans la foule et une bagarre éclate. Les officiels essayent de séparer, mais Naomi revient à la charge. Jade Cargill et Naomi fait disparaître. Nick Aldis prend un métro et dit et annonce qu'ils auraient leur annoncé cela de manière professionnelle dans son bureau, mais il va le faire maintenant. Il représente l'arbitre spécial à Evolution. Mais quand même, c'est quand même bien, je trouve ça bien qu'ils aient fait une bagarre entre Jade Cargill et Naomi. Ça a dégénéré quand même assez rapidement. Et je trouve que c'est une bonne chose que la 2 ait fait dégénérer de la sorte cela parce que tout simplement, Jade Cargill est quand même la Queen of the Ring. Et il fallait la mettre en avant et en valeur à propos de ça. Donc je suis quand même assez heureux que la 2 ait pris cette décision de mettre Jade Cargill en avant en tant que reine du ring. Et bon, après le plan sur Sky et Replay, Naomi va l'attaquer par derrière et une bagarre va éclater entre les deux. On sait qu'elles peuvent pas se saquer, on sait qu'elles ont du mal à se saquer. Et moi, j'ai apprécié, j'ai surkiffé ce qui s'est passé dans ce segment, dans cette bagarre. C'est que tout simplement, à un moment donné, Michael 10, il en a marre, il comprend plus trop, il sait plus trop quoi faire. Et puis, il devait annoncer ça dans son bureau. Finalement, il va l'annoncer à ce moment-là, c'est qu'il va dire voici l'arbitre spécial à Evolution pour votre match donc, de hier soir. Donc, j'y reviendrai juste après dans la review. Mais quand même, le match s'est quand même assez bien déroulé. J'ai trouvé personnellement que ça s'était bien déroulé. Mais en tout cas, Jade Cargill là est pose sur le ring. On a donc à ce moment-là, on se demande tous, bah, c'est qui cet arbitre en fait. Et j'ai apprécié ce segment et cette bagarre quoi. Et cette bagarre quoi qu'il y a eu entre les deux, donc je trouvais quand même ça assez super de la part de la 2 qu'ils aient fait ce scénario-là avec énormément de Cargill qui était pour moi le meilleur scénario à faire, si ce n'est pas le meilleur, c'était l'un des meilleurs en tout cas. En tout cas, la bagarre, elle a été parfaitement exécutée et au moment où Nicalis va sur votre arbitre à l'évolution, on va voir le retour et l'arrivée donc de DST of WWE. Bianca Belair. Bianca Belair va effectuer son retour et va donc ensuite, après, une fois qu'elle est de retour à être annoncée en tant qu'arbitre spécial du No Holds Barred match entre Naomi et Jade Cargill du côté d'Evolution, ils voulaient absolument, impérativement, je pense, avoir Bianca Belair sur la carte. Donc, ils ont pris ce choix-là, cette décision-là. C'est une très bonne décision parce que Bianca Belair est quand même amie et assez proche des deux. Donc, je trouve ça quand même
assez bien de la part de la WWE de faire en sorte que ce soit Bianca Belair l'arbitre. Second match de la soirée, Solo Sikoa, le champion des États-Unis, face à Big Jimmy Uso pour le titre des États-Unis, 10 matchs de combat. Il a décidé de défier l'ordre établi. Solo est champion et accompagné par sa Bloodline. Et il se retrouve face à Big Jim. Franchement, quel match, quelle performance des deux lutteurs. On a eu à la fin du combat un Jimmy Uso qui montait sur la troisième corde et qui a sauté sur le corps de Solo en ringside. Et il a ramené Jimmy sur le ring Solo. Puis esquiver un coup de Talatonga. Il lui porte ensuite mais Solo avec un roll-up pour l'emporter avec l'aide de Talatonga. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression quand même que on a un Solo Sikoa qui a musclé son jeu ces derniers mois, ces dernières semaines du côté de la WWE. Il est plus du tout le même, je sais pas, depuis que à Night of Champions, il a récupéré un style des États-Unis des modes de Jacob Fato. Il a été de plus en plus opportuniste, de plus en plus performant. Je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on a un meilleur solo Sikoa qu'auparavant. Je sais pas, il est au meilleur de sa forme solo. Et c'était peut-être la meilleure décision à prendre de le mettre vraiment en avant à ce moment-là, même s'il y a eu roll-up pour conserver le titre, un petit peu de tricherie avec Talaconda qui a maintenu sa jambe sur le dos de Solo pour aider ce dernier à maintenir le tombé final. Ça a été ensuite après Big Jim il va se faire attaquer par Jesse Mateku et Talatonga après le combat et Tolosanga Sikoa va terminer avec un Samoan Spike, enfin il voulait, mais à ce moment-là précis, c'est là que les choses vont changer, mais quand même je reviens déjà sur Splitdown. Je trouve ça très très bien que Solo Sikoa et Jimmy Uso livrent de grosses performances tous les deux déjà ces dernières semaines. Que Solo ait enfin un titre, ça montre la puissance qu'il a du côté de la WWE. Et je trouve ça quand même assez bien que la WWE ait pris la décision de donner ce titre à Solo Sikoa. C'est une très bonne nouvelle de la part de la WWE de mettre en avant Solo Sikoa. Enfin, franchement, je suis quand même assez impressionné, même si Jimmy Uso a fait son match et que Jimmy Uso est peut-être sur la pente ascendante de récupérer un titre dans le futur. On ne sait pas trop ce que la WWE va faire, mais ils ont plus capitalisé sur Jay que Jimmy. Jimmy a du mal en solo, mais on a bien vu ce que ça a donné au final avec son frangin. Faudrait peut-être que Jimmy continue à persévérer, mais franchement, je suis quand même assez heureux de voir un match où on a eu finalement une intervention, mais c'était logique en fait que dans ce show-là, bah, on ait un champion des États-Unis qui garde sa couronne. Vous n'allez pas me dire que quand même à Saturday Night Main Event, Jimmy Uso est devenir champion des États-Unis. C'était la première défense de Solo Sikoa. Fallait qu'il prouve vraiment ce qu'il valait en tant que champion. Fallait qu'il démontre et quand même en tant que leader de cette nouvelle Bloodline, il a été impressionnant. Alors oui, il y a eu triche, vous allez me dire, il a mis le pied Talatonga, mais quand même, il fallait mettre le pied. Il a osé le mettre et sans qu'il l'ait mis, peut-être que Jimmy se serait relevé. Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, il y a victoire pour Solo Sikoa à l'arrivée et conservation du titre. Et ça, on ne peut pas le changer, malheureusement. Pour la WWE, c'est que Solo Sikoa est un bon champion des États-Unis pour moi. Enfin, c'est un bon scénario qu'a décidé de faire la WWE et malheureusement sur celui-là il n'y a que 4 matchs. Il y a énormément de pubs et il devrait peut-être le supprimer, mais quand même on va avoir donc juste après Jacob Fatu qui va effectuer son retour après le beatdown de Solo Sikoa et sa Bloodline, et Jacob Fatu il va se lancer sur JC Matteo, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il va se lancer sur sur Jesse Mateo et Tangaloa. Et Talatonga remonte sur le ring et Jacob porte les premiers coups. Talatonga le surprend avec un et Fatou réussit à le faire passer par-dessus celui du 6 dive sur le clan de Sikoa. Franchement, il a été quand même assez impressionnant, Jacob Fatou, et c'est quand même bien qu'il soit de retour et qu'il n'en est pas terminé. C'est Bloodline qui viennent à la rescousse de Big Jim. Il y avait vraiment besoin que Jimmy ait un allié. En tout cas, que Jacob Fatou soit revenu, que Jacob Fatou ait chassé le clan de Solo Sikoa, que Jimmy Uso est à nouveau un allié. Il a le sourire, Jimmy, mais bon, c'est chacun leurs affaires. Je pense que du côté de SummerSlam, c'est loin d'être terminé entre Solo et Jacob. Je pense que Jacob va peut-être réclamer une revanche. Il ne faut pas oublier qu'il a battu Jimmy dans un match par équipe avant d'être démoli et que là, il revient à la rescousse de Jacob, de Jimmy. Enfin bref, point positif. En coulisses, on a Randy Orton qui s'excuse à Jelly Roll de l'avoir mis dans tout ça. Roll dit qu'il veut se faire Drew McIntyre.
n'importe où et n'importe quand. Randy Orton propose à SummerSlam, franchement, segment assez intéressant entre les deux, entre AJ Lee Roll et Randy Orton. Et voilà quoi, on se dirige tout droit vers un match du côté de SummerSlam. Enfin, à ce moment-là, on s'y dirigeait parce que Randy Orton et Jelly Roll en parlaient, mais est-ce qu'ils étaient vraiment au courant de McIntyre et Logan Paul de ce qui se tramait à ce moment-là? Ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que après le John Cena Cody Rhodes pour le titre Undisputed qui est officialisé à SummerSlam, qui aura lieu au MetLife Stadium le 2 et 3 août prochain, désormais, on a un second match Randy Orton et Jelly Roll, le chanteur. Et oui, vous avez bien entendu, en équipe face à Drew McIntyre et Logan Paul. Ça va être exceptionnel ce match. Je ne serai pas, je sais pas, il sera dans quelle nuit. Je sais pas si Jelly Roll fait vraiment catcher ou si Orton va l'entraîner, mais ça va être vraiment bon que ce match. On va bien voir qui va ressortir victorieux. Mais en tout cas, Randy Orton a un petit avantage sur Drew McIntyre, ça c'est certain. Là maintenant, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais ce qui est certain, c'est que du côté de SummerSlam, ça sera et Randy Orton et Jelly. Bref, passons à la suite. LA Knight, Seth freaking Rollins. Un match que il n'aurait, excusez-moi l'expression, mais jamais dû être sur la carte. Parce que malheureusement, ou heureusement, on va bien voir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match n'aurait jamais dû être sur la carte parce que Rollins s'est blessé et qu'on ne sait pas jusqu'à quand il va être exposé. Le durée du match a été donné. Ils se sont clashés verbalement depuis plusieurs semaines. Knight disait qu'il est plus qu'une gimmick et Rollins dans un run de heal, il le prenait de haut. Enfin bref, le match a été serré. Rollins a contrôlé la technique et Knight a joué sur le contre, sur les contres et les provocations. Grosse pop à chaque tentative de tenter. Un moment, Rollins s'est brisé, blessé légitimement au genou gauche en tentant un Lion Sot. Il crie fuck en live. Knight improvise le finish avec un BFT rapide. Malheureusement, c'est les aléas du clash, c'est que à la fin, alors qu'après une powerbomb dans le coin, Rollins se lance en stomp, mais Knight le bat. Rollins se repousse avec un springboard. Se fera un autre moonshot, mais Knight l'évite et Rollins demande une pause pour une blessure au genou. Le médecin arrive pour s'occuper de Rollins. Le médecin qui finalement ring après discussion. Knight fait directement son BFT pour le compte de 3 sur Rollins. C'est une blessure qui, pour moi, montre tout simplement que Seth Rollins n'aurait jamais dû catcher dans ce show pour moi. Et c'est un point où je vais appuyer, c'est que ce show-là, pour moi, ils doivent pas le faire là, ils doivent arrêter avec ce show-là. C'est que LA Knight, Seth Rollins, c'était une très très bonne idée de match de base, mais il faut pas le faire dans ce type de scénario-là, quoi, dans ce type d'idée-là. Là, Rollins, il est blessé, on ne sait pas jusqu'à quand il devait passer des examens aujourd'hui, mais c'est pas une bonne nouvelle pour Mister Money in the Bank, Seth freaking Rollins, qui a finalement fait la soupe à la grimace avec un moonsault. Ça fait plusieurs fois qu'il se blesse à ce même genou. Seth Rollins, faut qu'il fasse en fait très attention à la douleur avec ce genou-là, surtout que Rollins a énormément de mal à revenir à chaque fois. Il se blesse à ce genou-là. On va bien voir si les examens diront quelle sera l'absence de Rollins, mais en tout cas, c'est vraiment dommage de se dire que Rollins, à chaque fois qu'il est dans un match comme celui-ci, il se blesse et c'est pas de la faute de Knight non plus, mais il faut qu'ils arrêtent de faire ce show-là, quoi. C'est le show de trop, les lutteurs cachent beaucoup trop à mon goût, et c'est mon point de vue, parce que Knight, du coup, a dû enchaîner avec un BFT rapide, et que Rollins était supposé avoir raison sur la prédiction de ce match, mais avec cette blessure-là, ça me l'a fait foirer, mais c'est pas grave, je me trompe, l'erreur est humaine, j'ai envie de vous dire, mais Ellen Knight et Seth Rollins ont livré une performance hors du commun, et je suis quand même assez heureux et assez content de voir que et Rollins et Ellen Knight, surtout Ellen Knight aille bien, mais je m'inquiète pour l'état de santé de Rollins. Je m'inquiète pour l'état de santé de Rollins et surtout je me demande ce qu'ils vont faire avec cette fichue mallette. Enfin, il y a plein de questions qui se posent maintenant qu'Ellen Knight a gagné ce match. La rivalité, je pense qu'elle est loin d'être terminée. Elle est peut-être en stand-by, en pause, et que quand Rollins va venir, il va s'occuper, ou il va demander à ses associés de se débarrasser d'Ellen Knight. Mais en tout cas, ce match-là, il n'aurait jamais dû avoir lieu et c'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça, c'est la double. Le match a duré en plus pas hyper longtemps. Mais bon, c'est comme ça, c'est une victoire d'Ellen Knight en, je crois, 12 minutes, je vous ai dit, mais ils auraient pu faire bien, bien pire. Et c'est un scénario un peu catastrophe, on va dire, pour Seth Rollins, et qui a fait un peu tomber les. Passons à autre chose, mais avant cela, j'ai envie de vous dire, je
vais pas vous dire que ce match est positif, je vais dire que c'est un point neutre parce que je suis déçu pour Rollins. Enfin bref, passons au main event. Goldberg face à Gunther pour le World Heavyweight Championship. Franchement, je vous ai dit et je vous ai répété 150 fois qu'il fallait pas mettre Goldberg, même si c'était chez lui à Atlanta, même si ceci, même si cela. Franchement, on a eu un match hors du commun, on a eu un slam de Goldberg du haut du coin sur Gunter. Il a voulu faire un spear, il s'est fait contrer, il a spiré un arbitre. Euh, C'était au slipper. Enfin bref, ce match, il a été exceptionnel, il a été hors du commun, oui. Mais pour moi, Goldberg, il doit plus catcher. Enfin, faut qu'ils arrêtent là de le faire catcher. Bon, c'était son dernier match. C'était une qualité que j'attendais pas forcément, parce que malheureusement, bah, le match, il a duré 15 minutes et que Goldberg, il avait annoncé que c'était son dernier run face à un vrai champion. Il a été très stiff, Goldberg, résistant plus longtemps que prévu. Il a placé un spear, mais Gunther a esquivé le jackhammer. Et il a travaillé la nuque et la cage thoracique de Goldberg. Finalement, c'est euh, c'est la raison, c'est la jeunesse qui a répondu présente. Là, on a eu un match que je pense que beaucoup d'entre nous se seraient passés parce que je pense que la WWE, ils avaient peut-être d'autres projets. Je vous ai dit, il y a d'autres lutteurs qui méritent que Goldberg d'affronter Gunther. Et là, on nous met que Gunther, que Goldberg, pardon, qui mérite d'affronter Gunther. Je vais y arriver. J'ai tellement du mal, mais en tout cas, il a pris un jackhammer. Mais il y a eu un nouvel arbitre qui arrive en retard. Il y a eu deux du coup. Et Gunther va finalement, du coup, il va en profiter pour reprendre ses esprits. Je crois, à un moment donné, du coup, après le jackhammer à Gunther et que le nouvel arbitre soit arrivé avec du retard, Gunther a résisté à eux et Gunther se relève et il a appliqué donc son slipper à ce moment-là à Goldberg. On savait très bien le résultat de ce match. Enfin, qui aurait imaginé que Goldberg, alors qu'il a dit que ça a été son dernier run, allait repartir avec le titre? Franchement, le match il a été impressionnant, certes. Il a été d'une bonne qualité si vous voulez, mais il n'y avait aucun doute sur le fait que finalement Goldberg n'allait pas gagner le titre. Ben, franchement, qui aurait imaginé que Goldberg gagne le titre? N'hésitez pas à commenter, à me le dire. Moi, personnellement, je ne le voyais pas du tout gagner. Et c'est quand même une bonne chose de se dire que finalement, il n'est pas si bon que ça, Goldberg. Et c'est Gunther qui l'a mis au tapis. La jeunesse de Gunther, en fait, a eu raison de, de l'âge de Goldberg, qui pour moi est un petit peu trop ancien pour redevenir champion. Il a été champion universel en 2017. Là, c'est son jubilé, on va dire, c'était son dernier match. On savait très bien, malgré les altercations et les provocations de Gunther, ça nous a épais ce match, mais on savait que Saturday Night Main Event était l'endroit où peut-être bah, c'était les adieux de Goldberg. Il était chez lui, il était devant sa famille, ses enfants et tout ce que vous voulez. Donc finalement, dans le slipper, il va perdre, il va à un moment donné, il va s'évanouir. Il a remercié ses fans, ses proches et les fans. Mais quand même, il n'a pas su résister à ce slipper hold de Gunther. Gunther va le faire s'évanouir. Et donc Gunther va rester champion du monde. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Je pense que la WWE a pris la meilleure décision qu'ils auraient pu et qu'ils auraient dû prendre. Donc j'applaudis parce que tout simplement, il y a des noms qui méritent plus qu'un Goldberg qui est apparu pour ce show-là. Ok, chez lui, c'est bien. Mais quand même, on a un Gunther finalement qui est au sommet de son art, qui est à son meilleur, à son top, à son prime, si vous voulez. Et il démontre encore une fois qu'il est le meilleur champion du monde. Donc, pour la note du show, je vais mettre un 13 sur 20 avec la blessure de Rollins. Je suis quand même assez déçu. Et je veux qu'ils arrêtent ce show parce que, franchement, les reviews, les pronostics, ce que vous voulez, ça en fait beaucoup trop. Et c'est agaçant. Donc, Gunther est toujours champion du monde poids lourd. Et à SummerSlam, on a appris hier du côté d'Evolution qu'il y aurait un Gauntlet match ce soir et que le gagnant affrontait Gunther pour le championnat du monde poids lourd à SummerSlam. CM Punk contre Main Event, Jey Uso contre LA Knight, contre Penta, contre Braun Breaker. Je vais vous dire simplement, moi, mon pronostic se porte sur le best in the world, CM Punk. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, je vous le disais. Et sur ce, bah, je vous dis ciao, bye bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'être fan de catch.
Sauce Curry parce que bah, il est parmi les meilleurs. Mais sur ce, je vous dis allez, ciao, bye bye.